Joe Biden investit ce 20 janvier. Il a déjà annoncé que malgré la crise Covid, le retour dans l'accord de Paris, la lutte contre le réchauffement climatique ferait partie de ses priorités. Biden, président écolo, on en débat avec les journalistes Roxane Runel, bonjour, bienvenue, et Clément Fournier, bonjour, bienvenue Clément, rédacteur en chef de You Matter. Peut-être on peut revenir avec vous sur les engagements de campagne de celui qui est donc le 46e président des États-Unis d'Amérique. L'environnement, Roxane Runel, ça faisait partie quand même de la différenciation, c'est évident, face à un Donald Trump. Incontestablement, le retour dans l'accord de Paris, c'était vraiment une promesse de campagne de la part de Joe Biden. Évidemment, c'est pour se différencier de Donald Trump, ça c'est certain, mais c'est aussi évidemment conforme à ses propres valeurs. Tout au long de sa campagne, Joe Biden a qualifié la lutte contre le réchauffement climatique d'une priorité absolue. Le changement climatique, c'est quelque chose qu'il a qualifié de menace existentielle. Le vocabulaire choisi est très précis, il est fort. Menace existentielle, c'était à l'époque de la guerre froide, la manière dont on qualifiait la menace communiste. Donc vraiment, c'est dire toute l'idéologie et le travail aussi qu'il y a derrière le choix des mots. Et incontestablement, il a vocation à être le président le plus vert des États-Unis. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on connaît le système politique américain et notamment le poids des donateurs, parce que les campagnes électorales américaines coûtent un argent complètement démesuré, il est aussi lié à ces donateurs, parce que le lobby de la transition écologique qui existe et qui fait du business, lui a donné beaucoup d'argent. Oui, c'est sûr. Et d'un autre côté, il a cette volonté, cette impulsion écolo. Et d'un autre côté, c'est pas le plus écolo des démocrates. L'aile gauche du Parti démocrate était beaucoup plus écolo que lui, portait, je pense à Alexandria Ocasio-Cortez et Bernie Sanders, eux portaient un Green New Deal très ambitieux sur 10 ans. Le Green New Deal de Biden, ce n'est pas celui-là. Alors, il est tout de même très ambitieux, mais Joe Biden, par exemple, je prends l'exemple du fracking, de la fracturation hydraulique, il a très clairement dit, on ne va pas l'interdire, on va simplement la réglementation. Oui, on y reviendra sur la question des gaz de schiste. Clément Fournier, l'accord de Paris, parce que ça, c'est effectivement, ça a été annoncé par Biden, ça va être l'une de ses premières décisions de président. C'est symbolique, mais c'est pas seulement symbolique. C'est pas seulement symbolique. En fait, faut bien comprendre que, en effet, le programme de Biden sur l'écologie, c'est le plus ambitieux qu'on ait eu sur toutes les campagnes présidentielles américaines depuis qu'elles existent. C'est beaucoup plus ambitieux que ce qu'avait proposé Hillary Clinton. Donc, quand Biden propose de revenir dans l'accord de Paris, c'est aussi parce que derrière, il a un programme qui est conséquent. Il y a 2000 milliards qui sont alloués sur la transition écologique, la transition énergétique. Donc, il y a un vrai pari d'aller vers ça. Après, voilà, les ambitions affichées, elles sont là. La question, c'est derrière comment elles vont pouvoir être mises en place, parce que le système américain, au regard de l'écologie et au regard de ses spécificités politiques, il est très particulier. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de challenges que Biden va devoir surmonter, entre guillemets, pour mettre en place son programme. Et le premier d'entre eux, ce sera peut-être de défaire ce qu'avait fait Donald Trump avant lui, toutes les agences qu'il a quasiment démantelées, tous les personnels qu'il a virés des différents postes à clé sur l'écologie. Voilà. Donc tout ça, il a une ambition, mais derrière, il y a des freins, il va falloir qu'il agisse pour les surmonter, en fait. Parce que si on fait un rapide bilan, parce que je ne voudrais pas qu'on y passe trop de temps, mais la présidence Trump, Clément, elle a vraiment été désastreuse. C'était pas seulement des mots, c'était des choix, c'était des axes, c'était des budgets en moins. Oui, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression qu'il a simplement arrêté d'agir sur l'écologie, mais c'est pire que ça. Il a dégradé la situation. Par exemple, l'EPA, l'agence de protection environnementale américaine, il a mis à sa tête un directeur qui est complètement climato-sceptique. Il a réduit drastiquement ses budgets. Il a réduit les budgets de la recherche aussi sur les sujets écologiques. Il a défait un certain nombre de réglementations qui existaient sur les émissions de CO2, par exemple des voitures. La Californie avait lancé un acte de plafonnement des émissions de CO2. Il l'a fait annuler. Voilà, il y a un certain nombre de réglementations qui ont été défaites. Et donc, effectivement, le bilan de Donald Trump sur l'écologie, il est catastrophique. C'est pour ça que, en fait, Biden apparaît comme un candidat assez ambitieux après Donald Trump, mais il a quand même un certain nombre de choses à faire pour surmonter les freins qu'il y a sur la politique écologique américaine. Oui, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Vous connaissez l'expression, ça vaut aussi pour Joe Biden dans le temps présent. Je vous propose une citation, tiens, 22 octobre, on est dans le dernier débat qui oppose Biden à Trump, et il annonce « Je me détournerai progressivement de l'industrie pétrolière. Oui, j'arrêterai parce que l'industrie pétrolière pollue considérablement. » Quand on sait ce que pèse
cette industrie dans l'économie américaine et ce lobby dans le jeu politique américain, c'est pas neutre. Clément disait 2000 milliards sur 4 ans. Roxane Brunel, ça peut prendre quelle forme cet argent et cette transition? Comment il prévoit de passer finalement du pétrole aux énergies renouvelables aux États-Unis? Oui, alors on a quelques détails, on connaît déjà quelques objectifs. Par exemple, Joe Biden a dit très clairement qu'en matière d'énergie, l'objectif neutralité carbone, il était fixé à 2035. Donc ça, on le sait, et vraisemblablement, Joe Biden va commencer avec ses 2000 milliards d'investissements dans le cadre de son Green New Deal, en fait, celui qu'il porte, un plan sur 4 ans. Il va, je pense, commencer par le secteur des énergies, qui est quelque part le plus facile à décarboniser, en fait, ou le moins difficile, ça dépend comment on voit les choses, évidemment. Donc il a dit très clairement, c'est l'énergie le premier secteur auquel il va s'attaquer. Ça va passer par de meilleures isolations énergétiques, un soutien à la production de véhicules électriques et au développement des énergies renouvelables pour atteindre de manière globale la neutralité carbone en 2050. Donc là, on est sur les mêmes objectifs, par exemple, que ceux fixés par l'Union européenne. Donc ça, c'est pour à peu près la forme que va avoir le chantier. Après, sur les moyens, c'est aussi intéressant de regarder comment ça va se passer, parce que ce qui est très intéressant, je trouve, c'est de voir comment Joe Biden a déjà organisé sa future administration. Quand on regarde les nominations, on voit très bien qu'il a mis à différents postes clés dans différentes agences fédérales et à la Maison-Blanche des personnalités très compétentes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, parce qu'il a bien conscience que tous ces objectifs, que la neutralité carbone, ça ne s'atteint pas avec un ministère ou une agence fédérale. Il faut qu'il y ait du climat dans toutes les agences fédérales, et c'est la stratégie en tout cas qu'il a adoptée quand on regarde cet aspect-là des choses. La question qui se pose aussi, c'est comment cette politique elle va se mettre en œuvre, Clément, État par État, parce que c'est un État fédéral. Donc on a vu face à Trump certains États comme la Californie rester dans l'accord de Paris et continuer de mener une politique de défense de l'environnement. Est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut craindre que certains États, quand on voit l'influence que Trump peut avoir encore au sein du Parti républicain, soient réfractaires à la politique de Biden? Oui, on peut le penser. C'est vrai que le fait que ce soit un État fédéral et que le système américain soit très particulier à ce regard-là, ça va poser des difficultés dans la mise en œuvre de ce que Biden va proposer. En fait, par exemple, sur le système électrique, aujourd'hui, le système électrique américain, c'est pas du tout comme le système électrique français où c'est un producteur qui fournit 70% de la production nationale, et donc on peut facilement changer avec des décisions étatiques. Là, en fait, le système, il est géré par des centaines de petits acteurs qui sont privés, qui sont gérés au niveau des États ou qui sont gérés au niveau de l'État fédéral. Et donc voilà, on peut avoir certains acteurs qui vont être réfractaires. Et on sait que notamment dans certains États du sud des États-Unis qui dépendent énormément sur le plan économique de l'exploitation pétrolière, de la fracturation hydraulique, il peut y avoir des résistances. Néanmoins, il faut quand même dire que c'est un mouvement global qu'on a aux États-Unis d'investir de plus en plus quand même vers les énergies vertes, parce qu'en fait, tout simplement, elles sont devenues moins chères que beaucoup de produits pétroliers d'énergie fossile. La fracturation hydraulique dont on parlait tout à l'heure, elle est de plus en plus contestée. Il y a même certaines villes au Texas qui pourtant dépendent énormément de ça sur le plan économique qui l'ont interdite. Donc le mouvement, il est un petit peu en marche. Après, voilà, il y aura des résistances et forcément, chez les républicains, chez même certains démocrates, il peut y avoir des gens qui vont refuser les avancées que Biden va proposer. Oui, mais alors pourquoi Biden, pour l'instant, et on va approfondir sur la question des gaz de schiste, pourquoi il ne bloque pas, il ne met pas carrément un moratoire sur la fracturation hydraulique? Clément d'abord et puis Roxana. Tout simplement parce que c'est un sujet, l'écologie, qui est déjà beaucoup plus clivant aux États-Unis qu'il ne peut l'être dans les pays d'Europe. On va prendre un exemple historique assez simple, mais en 97, quand les États-Unis rejoignent le protocole de Kyoto, la résolution Byrd-Hagel qui les fait sortir du protocole de Kyoto, enfin qui refuse la ratification, c'est une ordonnance qui est signée par tous les députés, y compris les démocrates. Donc en fait, on voit qu'il n'y a pas cet attachement aussi fort qu'on peut avoir au sujet d'écologie aux États-Unis. Donc prendre des décisions aussi puissantes que interdire la fracturation hydraulique ou d'autres exploitations d'énergie ou des véhicules, par exemple, trop polluants, ça passerait pas aux États-Unis. Même les démocrates n'accepteraient probablement pas des réglementations trop ambitieuses comme ça, si ambitieuses que ça. Donc, en fait, c'est un peu... Biden va être obligé de faire de la réelle politique, c'est-à-dire
c'est-à-dire de composer avec le paysage politique qu'il a aux États-Unis et qui n'est pas forcément toujours favorable à des mesures très drastiques. Ça, c'est le premier élément. Après, le deuxième élément, c'est que, comme je disais, il n'a pas forcément la main. L'État, il y a beaucoup de règlements de la Cour suprême américaine qui cassent les executive orders des présidents américains quand ils touchent à des domaines qui, selon la séparation des pouvoirs américaine, dépendent des États. Donc voilà, il ne peut pas tout faire non plus. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour lui aujourd'hui, c'est qu'il a un paysage politique qui est divisé, il n'a pas toutes les compétences en main, et même s'il a placé, comme le disait Roxane, des personnels très compétents à l'EPA ou à d'autres agences, voilà, il va falloir faire ça avec un peu de diplomatie. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le gaz de schiste, avec tous ses défauts, ça a quand même donné aux États-Unis une indépendance énergétique qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc oui. cet argument-là, il est aussi un peu difficile à contrer pour Biden. Totalement. Moi, je dirais le gaz de schiste, l'interdire aux États-Unis, si on est dans une démarche pragmatique de réel politique, c'est non, en tout cas, pas tout de suite. Pour sortir du gaz de schiste, il faut un plan, il faut des décennies pour mettre ça en place. Il y a la question évidemment de l'indépendance, de la souveraineté énergétique évidemment. Et vu qu'on parle d'enjeux de souveraineté et de politique étrangère, je pense que c'est important de souligner que John Kerry va faire son grand retour dans l'administration américaine. Il va occuper un poste qui n'existait pas auparavant, celui d'envoyé spécial pour la lutte contre le changement climatique. Et ce poste va faire partie du Conseil de sécurité nationale. Donc ça veut dire que les enjeux climatiques vont être désormais intégrés par les États-Unis dans toute leur politique, y compris la politique étrangère. Ouais, et on rejoint cette transversalité dont vous parliez tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir animé ce débat. C'était passionnant. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Est-ce que vous avez besoin de lunettes ?